marketeurs et les communicants bretons, bienvenue à cette nouvelle rencontre de la Braze Marketing Academy. Nous sommes ravis de vous retrouver ici en live depuis le plateau qui est mis chez Harmonie Mutuelle à Rennes. Merci à eux pour l'accueil. Aujourd'hui, nous allons parler de marketing politique. Mais avant tout, on souhaite revenir pour vous présenter qu'est-ce que la Braze Marketing Academy. La Braze Marketing Academy est née d'un constat simple, il y a quelques années, qu'il n'y avait pas de réseau pour les marketeurs et les communicants en Bretagne. Une étude a été réalisée pour justement montrer qu'il y a vraiment un besoin de mettre en place ce réseau. C'est pourquoi, à l'initiative de Produits en Bretagne, en 2017, le réseau Braze Marketing Academy a été créé. C'est un réseau qui a pour objectif de rassembler les marketeurs, les communicants, les dirigeants d'entreprise, mais également les enseignants-chercheurs pour échanger, partager, prendre de la hauteur sur différents sujets marketing et communication. Ça permet d'échanger en toute convivialité, aussi de se retrouver et de valoriser l'offre des prestataires marketing. Le fonctionnement de la Braze Marketing Academy se fait en 4 étapes. Donc, la première, c'est les rencontres régionales, comme ce matin, qui permet de partager sur des expertises précises. L'année dernière, nous avions par exemple traité du marketing territorial, du marketing de la diversité, du neuromarketing. Aujourd'hui, on va échanger sur le marketing politique. Et nous échangerons le 5 avril sur la data et le marketing, le 14 juin sur la marque employeur et le 13 octobre sur le Figital. Le deuxième point, c'est les ateliers en locaux pour partager, échanger en toute convivialité avec ses pairs sur le territoire. Ça peut prendre des formes de matinales avec des sujets thématiques, ça peut être aussi des after-work plus décontractés pour échanger et partager. Le troisième point, c'est la page LinkedIn de la Braze Marketing Academy qui permet de relayer les différentes informations du réseau. Et la grande nouveauté, depuis fin 2021, c'est un nouveau point de contact avec vous, les marketeurs et les communicants. C'est la création des podcasts de la Braze Marketing Academy. Les podcasts, c'est un média qui est en expansion. De plus en plus de personnes les écoutent et c'était pour nous un moyen aussi de parler de thèmes experts sur différents sujets. Et nous sommes montés en compétence, moi-même et mon collègue Alan, sur le sujet pour créer, produire et diffuser en interne les podcasts de la Braze Marketing Academy. Le teaser est donc sorti début décembre. Le premier épisode fin décembre sur le marketing sonore avec Arnaud Santerre, donc directeur de l'agence L'Heureuse, agence d'identité sonore sur Nantes, qui a d'ailleurs créé notre identité sonore que vous venez d'entendre dans le générique. Du coup, on a échangé avec lui sur le marketing sonore. Le deuxième épisode va bientôt sortir sur la complémentarité web et print avec Marie-Claire Franchet, directrice marketing chez Cloître. Donc les podcasts de la Braze Marketing Academy, il y en aura 6 à 8 épisodes par an, de 10 à 15 minutes, avec toujours un expert sur le sujet et des propos complémentaires. Merci au Crédit Agricole du Finistère de nous accompagner dans la réalisation de ces podcasts. Donc, écoutez au maximum les podcasts. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et également sur le site internet de Produits en Bretagne. Voilà pour la présentation de la Braze Marketing Academy. Rentrons maintenant dans le vif du sujet pour échanger aujourd'hui sur le marketing politique. En effet, lorsque nous avons réfléchi au thème à aborder en 2022, le marketing, avec l'actualité intense de 2022 et les élections qui approchent, on s'est dit que le marketing politique était un sujet intéressant à développer et à enrichir. On va tenter de trouver des réponses. Alors, comment les leviers de la communication politique, quels nouveaux médias utiliser, quels sont, et c'est surtout ce à quoi nous voulons avancer dans cette matinée, comment faire le parallèle entre la communication politique et une communication en entreprise. Comment s'en inspirer
de l'un à l'autre. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'accueillir Christian Lebarthe, politologue et enseignant à Sciences Po Rennes, ainsi que Jacky Isabello, cofondateur de l'agence de communication politique Coriolink à Paris. Voilà, bonne matinée à tous et au plaisir d'échanger avec vous. Le chat est ouvert en direct. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure, puisqu'il y aura un temps d'échange et de réponse aux questions à la fin de la rencontre. Voilà, n'hésitez pas. J'accueille donc Christian Lebarthe. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue à cette rencontre de la Braze Marketing Academy. Vous êtes donc politologue et professeur des universités à Sciences Po Rennes. Et aujourd'hui, vous travaillez depuis toujours sur la communication politique et la vie politique en général. C'est quelque chose qui vous intéresse. Aujourd'hui, nous allons donc échanger sur le marketing politique. Est-ce un marketing comme les autres? Je vous laisse la parole pour cette intervention. Merci beaucoup et merci de votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir ici effectivement venir échanger avec vous sur la communication politique et puis donc sur la question tout à fait intéressante des liens entre le marketing politique et le marketing d'entreprise. Et l'objectif de mon intervention sera donc du point de vue qui est le mien et qui vient d'être rappelé, c'est-à-dire le point de vue d'une analyse de la vie politique fondée autant que possible sur des observations de terrain, des échanges avec les acteurs, etc. Donc essayer de voir s'il y a une histoire, une singularité du marketing politique, j'allais dire à la française, hein, et j'insisterai beaucoup sur la singularité du cas français dans cette histoire du marketing politique. Alors je voudrais commencer peut-être par une introduction qui insisterait sur le lien assez inextricable en réalité entre communication et activité politique en démocratie, mais même d'une façon générale. Je voudrais rappeler à titre introductif à quel point l'activité politique, quelle que soit l'époque, quel que soit le régime, elle renvoie à une catégorie absolument fondamentale qui est la légitimité, et qu'il n'y a pas de légitimité sans entreprise de légitimation, c'est-à-dire sans entreprise visant à produire de la docilité, de l'obéissance, de l'acceptation du pouvoir. C'est vrai pour Louis XIV, c'est vrai pour les pharaons d'Égypte ou les empereurs romains. Là où il y a du pouvoir politique, là où il y a du gouvernement, il faut qu'il y ait de l'obéissance. Il ne peut pas y avoir que de la force, que de la violence, que du rapport de force. Il faut aussi qu'il y ait de l'acceptation. Le mystère de la servitude volontaire, disait la Boétie. Et cette acceptation, elle ne tombe pas du ciel. Elle est produite par de ce qu'on a appelé jadis de la propagande, ce qu'on appelle aujourd'hui de la communication politique, c'est-à-dire la diffusion de croyances qui visent à faire accepter le pouvoir politique, ces croyances pouvant être bien sûr de nature très, très diverse. Bossuet pouvait insister sur le fait que Louis XIV avait été choisi par Dieu pour gouverner les Français et que donc obéir au monarque que Dieu leur avait donné, c'était une façon de montrer qu'on était un bon chrétien. Les montages historiquement ont été très, très variables, bien sûr. Deuxième point de l'introduction, naturellement, en démocratie, cette relation entre communication et gouvernement, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus intime, pour une raison toute simple, c'est que le consentement des citoyens, il n'est pas seulement attendu pour empêcher les révoltes, les révolutions, les troubles. Le consentement des citoyens, il est attendu comme absolument nécessaire à l'accès même au pouvoir, puisque en démocratie, il faut être élu pour acquérir le statut de gouvernant. Et donc, la question de la conviction, la capacité à convaincre
des individus qu'on va maintenant appeler des citoyens, des électeurs, et plus seulement des sujets comme sous l'Ancien Régime, cette question va devenir tout à fait centrale. Et avec la démocratie, s'ouvre évidemment, je dirais, un monde infini de mystères autour de qu'est-ce qui fait le point de vue de l'électeur, qu'est-ce qui fait son choix, qu'est-ce qu'il a dans la tête au moment où il va choisir un gouvernant plutôt qu'un autre. Et là, on rentre dans quelque chose de tout à fait inédit, à la fois en termes de philosophie politique et puis en termes de pratiques concrètes de la part de ceux qui vont faire ce qu'on appellera désormais les campagnes électorales. C'est essayer de produire un savoir sur l'électeur, l'électrice, à partir du milieu du XXe siècle, un savoir qui puisse nous dire ce qu'il faut lui dire pour l'amener à voter pour nous. Tout ça s'inscrit donc dans un contexte tout à fait moderne, qui est celui en principe, de la régulation des violences politiques et de la pacification de la conflictualité politique. Désormais, c'est par la communication, donc par le discours, par l'image, par l'échange de signes que se régule la vie politique et non plus par la violence. Voilà. Et s'ouvre ainsi toute une série de questions. Par exemple, l'électeur est-il rationnel? Est-il seulement raisonnable? Est-ce qu'il est manipulable? Est-ce qu'il est sentimental? Quels sont les critères sur lesquels il se fonde pour effectuer son vote? Alors, deuxième temps de mon propos. Une fois qu'on a dit ça, on a créé en quelque sorte, on a rappelé les conditions d'une rencontre, d'un échange entre le registre donc de la démocratie, de l'accès au pouvoir politique, des campagnes électorales d'un côté, et puis d'autre part le registre de la communication, du discours, de la production de signes, d'images, etc., destinés à séduire les électeurs. Donc cette rencontre, elle devait se faire, elle s'est faite, mais c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister. Elle s'est faite très tardivement et de façon très complexe dans le cas français. Je voudrais insister sur la réticence, il n'y a pas d'autre mot, des acteurs politiques français, et quand je dis politique, c'est vraiment au sens très large, à accepter une démarche qui pourtant a pour elle l'évidence du bon sens, une démarche qui consiste à dire, eh bien, si on veut gagner des élections, il faut faire appel à des professionnels de la communication, à des professionnels du marketing, qui sauront, en quelque sorte, j'y mets des guillemets évidemment, vendre une candidature, comme on a par ailleurs eu l'occasion de vendre un produit, un service sur le marché des biens privés. Donc dit comme ça paraît une évidence. Cette évidence, en réalité, elle se heurte à de très fortes résistances qui tiennent à la sacralisation de l'État dans la culture politique française et qui tiennent à une singularité française qu'il faut rappeler, qui est la coupure très très soulignée, très très forte, symboliquement très chargée, entre deux registres absolument pensés comme incompatibles. Le registre du public, qui est le registre du sacré, le registre du légitime, le registre du noble, et le registre du privé, qui, dans la culture française traditionnelle, est un registre beaucoup moins légitime, beaucoup plus problématique, le monde des entreprises, le monde du profit et le monde du marketing. Et à partir du moment où le marketing naît dans ce secteur-là, dans le secteur des entreprises privées, eh bien, les politiques ne cessent de se tenir à distance de ce registre d'activité en le considérant comme indigne, tout simplement parce que, comme on disait beaucoup dans les années 60, on ne vend pas une candidature, on ne vend pas un programme électoral, on ne vend pas un candidat comme on vend une savonnette. C'est rigolo, c'est toujours la savonnette qui était utilisée à l'époque comme référence. Alors derrière ça, il y a donc une vraie cassure culturelle, en quelque sorte, entre le monde
du politique, du public en général, hein, qui s'ennoblit en référence aux catégories de l'intérêt général, aux catégories du bien commun, etc. Et puis le secteur privé qui est renvoyé à quelque chose de beaucoup moins légitime, qui est le profit, le monde des entreprises. Bon, tout ça s'inscrit dans une histoire longue, hein, qui est celle du capitalisme à la française, hein, et de la façon dont notre vieille société catholique, etc., a toujours eu du mal, à la différence des sociétés protestantes, ça a été bien montré, à intégrer le capitalisme comme activité parfaitement légitime. Alors, évidemment, il va en résulter quelque chose d'assez terrible, qui est une grande hypocrisie dans le monde politique, car on va faire du marketing, mais en réalité, on va faire du marketing sans le dire, on va faire du marketing, on va avoir le marketing honteux, on va avoir le marketing discret, et on va pratiquer le marketing sans l'avouer. Dès les années 50, dès la 4e République, on a des premiers contacts qui sont pris. Hein. Marcel Bleustein-Blanchet, qui est un des fondateurs, un fondateur de Publicis, un des grands noms de la publicité en France, est par ailleurs discrètement sollicité. Et, on le dit peu dans le champ politique. Hein. Il est sollicité par Pierre Mendès France, par Antoine Pinet, par Guy Mollet et même par le général de Gaulle. Et on voit déjà, en quelque sorte, pointer une modernité politique autour de l'idée que eh bien, les mêmes recettes peuvent être appliquées, mises au service de projets politiques très différents. Hein, voilà, entre le général de Gaulle et Guy Mollet, il y a évidemment une très grande... voilà, on passe de droite à gauche, etc. Hein, donc on voit pointer une réflexion très moderne sur le dépassement des étiquettes, sur des bonnes recettes qui pourraient s'appliquer à tout le monde, qui peuvent être mises au service d'un candidat un jour, mises au service de son adversaire le lendemain, avec tout ce que ça suppose de connotations un peu d'opportunisme, voire de machiavélisme. C'est un reproche qui sera souvent fait aux professionnels du marketing, bien sûr, et qui ne jouent pas dans le sens de leur légitimation, de leur entrée dans le champ politique. Je voudrais insister dans un troisième point sur le changement qui s'opère à partir des années 80, grâce à quelques passeurs, quelques figures importantes qui vont véritablement mettre le marketing politique sur le devant de la scène et le faire accepter par les professionnels de l'activité politique, c'est-à-dire aussi bien les gouvernants, les élus, mais aussi les entourages et tous les professionnels de cette activité, que ce soit au sein de l'État, au sein des partis politiques, au sein des collectivités locales aussi. La diffusion va être massive et très efficace, hein, si j'ose dire. Le moment, alors bon, il y a une histoire longue de ce marketing politique qui est bien documentée par les historiens, par les politologues. Le moment sur lequel je voudrais insister, c'est l'élection de 1965. Hein. D'abord, il faut rappeler que c'est la première élection au suffrage universel, hein, puisque ça n'était pas ce système électoral qui avait été prévu en 1958. Il y a eu une réforme en 62 qui a imposé le suffrage universel pour l'élection du chef d'État. Donc pour la première fois, si on met de côté 1848 et l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, et encore le suffrage n'était-il que masculin à l'époque, c'est la première fois que l'ensemble des Français vont désigner leur chef d'État. Donc il y a la télévision, ce qui est une dimension nouvelle. Alors tous les foyers ne sont pas équipés, mais la télévision quand même, désormais, à partir de maintenant, va jouer un rôle essentiel. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que le marketing politique trouve pour la première fois à s'affirmer de façon tout à fait forte. Alors, ce sera le cas dans une certaine mesure, hein, et dans une certaine mesure seulement. Vous le savez, cette élection, elle sera gagnée, bien sûr, par le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'utilise guère les recettes du marketing politique. Il néglige de passer à la télévision jusqu'au premier tour, en considérant que voilà, la télévision, disait de Gaulle, c'est de Gaulle en pyjama. Hein. Il considère que quand on est le général de Gaulle, on n'a pas à faire campagne d'une façon générale, on n'a pas à quémander les suffrages et encore moins à les quémander à la télévision. Bon, c'est seulement les frissons des résultats du premier tour, puisqu'il est en ballotage, qui l'inciteront sur les conseils de son entourage à se rapprocher quand même des techniques entre guillemets modernes de marketing politique. Mais
mais il y va à reculons. Son adversaire du second tour, François Mitterrand, il va également à reculons. François Mitterrand, c'est une figure politique à l'ancienne, qui a une relation très, très distante à la télévision, voilà, qui veut faire campagne sur des idées, mais qui n'a aucune envie de se donner à voir. Alors, il fera quelques concessions, quelques photographies avec son épouse et ses fils, une interview avec Stelio Lorenzi, qui est un des grands professionnels de la télévision de l'époque. Donc, il y a des petites concessions, mais vraiment du bout des lèvres. Le candidat qui symbolise la conversion au marketing, c'est Jean Le Canuet, celui-là même qui mettra en ballottage le général de Gaulle en lui volant une partie de son électorat, en particulier de centre-droit. Et Jean Le Canuet est le symbole du rajeunissement. Il est jeune, il a un physique avenant, il est souriant, il passe très bien à la télé, il est bien entouré d'un professionnel de la communication qui est un nom important, qui s'appelle Michel Bongrand. Michel Bongrand qui avait été aux côtés du général de Gaulle à Londres. Michel Bongrand qui avait publié un ouvrage qui s'appelle « Réussir une campagne électorale, suivre l'exemple américain ». Michel Bongrand qui surtout a été fasciné, comme beaucoup d'observateurs à l'époque, par l'élection de Kennedy en 60. L'élection de Kennedy en 60, c'est l'irruption de la télévision dans le monde politique, et c'est surtout la naissance d'une légende selon laquelle la télévision permet de gagner l'élection, puisque, voilà, selon les enquêtes de l'époque, s'impose l'idée selon laquelle, mi-vraie, mi-fausse, mais peu importe, elle s'impose dans le champ politique. Les gens qui avaient suivi le débat Kennedy-Nixon à la télévision avaient plutôt voté pour Kennedy parce qu'il était très bon à la télé, alors que ceux qui avaient suivi le débat à la radio avaient plutôt voté pour Nixon. Façon de dire que, puisque Kennedy avait finalement gagné, l'image était absolument centrale, et donc le marketing supposait la domestication de la télévision, supposait d'apprendre à bien passer à la télé, à soigner son apparence, etc. Le Canuet est très imprégné de cette idée-là, et le résultat laisse entendre que ça a, d'une certaine façon, marché. Alors, en réalité, d'un point de vue de science politique un petit peu rigoureuse, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce que montrent bien les travaux sur cette époque, c'est que la France du général de Gaulle, la France des années 70, des années 60-70, c'est une France où le vote se fait principalement sur la position sociale, sur le programme, sur l'étiquette, et assez peu sur le style du candidat. Donc, en réalité, le déterminisme social, comme nous disons-nous, pèse d'un poids tel que le marketing ne peut pas faire la décision. La télévision ne fait pas l'élection, pour dire les choses. Alors, évidemment, la limite de ce raisonnement, c'est de dire il y a peut-être que 1 million, 2 millions de voix qui peuvent bouger, mais ça peut suffire dans le cas d'une élection présidentielle. Lorsque le score est très serré, ça peut suffire à faire basculer la décision. C'est ce que suggérera un petit peu c'est ce que suggéreront les scrutins de 74, de 81, qui sont des scrutins très, très serrés. Alors le quatrième temps, sur lequel je vais dire un petit mot maintenant, le quatrième point de mon intervention, c'est le temps suivant, c'est-à-dire le temps de ce qu'on pourrait appeler le tout marketing. Alors là, vraiment, à partir de 74, de 81, de 88, à partir des années 90, on a vraiment une conversion massive du champ politique à la légitimité de l'activité de marketing politique, dans un contexte sur lequel il faut revenir, parce qu'on ne comprend rien à cette montée en force si on ne le rappelle pas. Ce contexte, c'est le déclin des idéologies, c'est le jeu resserré des alternances qui incite les électeurs à considérer que la droite et la gauche, c'est un peu pareil, c'est les transformations aussi morphologiques de la société qui font que les classes sociales, par exemple, ne sont plus intériorisées de façon aussi forte que par le passé. Il n'y a plus cette France ouvrière telle qu'elle pouvait exister dans la France d'après-guerre. Il n'y a plus cette France catholique, la première votée à gauche, la seconde à droite. La France ouvrière, la France catholique n'existe plus sous les formes qu'on leur aura connues auparavant. Et on voit émerger des figures un peu nouvelles, bien mises en évidence par la sociologie électorale de l'époque, la figure de l'électeur volatile, la figure de l'électeur consommateur, la figure, pourquoi pas,
découverte des années 2000 absolument fascinante pour nous autres, la figure de l'électeur qui choisit dans l'isoloir pour qui il va voter. Donc voilà, toute une série de représentations, souvent discutables, souvent discutées dans les congrès de sciences politiques, évidemment, mais qui donnent à voir quand même un modèle beaucoup plus individualisé, beaucoup plus volatile de l'électeur. Alors évidemment, la voie est ouverte pour que des professionnels de la communication et du marketing se tournent vers les politiques en disant, écoutez, cet électeur-là, cet électeur qui est en quelque sorte arraché de ses ancrages sociétaux, classe sociale, inscription religieuse, etc., en tout cas plus qu'avant, en tout cas c'est ce qu'il croit, cet électeur, on peut peut-être lui parler comme un consommateur en lui donnant de bonnes raisons de voter pour tel candidat, en soulignant tel élément du programme, en mettant en avant telle proposition, en mettant en avant telle figure de candidat, etc. Donc, ces nouveaux professionnels du marketing politique moderne, vous les connaissez, vous en avez peut-être le souvenir pour les plus anciens. C'est Jacques Séguéla en 1980 auprès de François Mitterrand. Jacques Séguéla qui, dans un premier temps, avait proposé son slogan à Giscard qui n'en avait pas voulu. Jacques Séguéla, voilà, qui est très très mal vu au sein de l'appareil PS, qui a vraiment une position très marginale, mais qui a l'oreille de François Mitterrand, ce qui montre aussi la transformation de François Mitterrand par rapport à l'élection de 1965. C'est la figure de Jacques Pillan, qui va servir tout à la fois, qui va travailler d'abord avec François Mitterrand, puis ensuite avec Chirac. Donc voilà, c'est bien l'idée d'un corpus de savoir, de savoir-faire qui transcende les clivages politiques, aider un président à communiquer, quelle que soit son étiquette partisane. C'est la figure de Thierry Sausset, c'est la figure d'Alistair Campbell en Grande-Bretagne aux côtés de Tony Blair. Et évidemment, ce qui se joue à travers la montée en puissance de ces professionnels du marketing politique, c'est quand même des recompositions assez fortes du champ politique. Je veux dire par là que la communication politique change de statut. Elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. Auparavant, elle était une discipline accessoire en période de campagne électorale, donc sur une période assez resserrée, sur une parenthèse de la vie politique, et elle était enfermée dans des registres qui étaient le choix d'une affiche, le choix d'un slogan, le choix d'une tenue vestimentaire éventuellement. Ça s'arrêtait un peu là. À partir des années 90-2000, on a un développement considérable de la place prise par les professionnels du marketing qui vont d'abord s'imposer sur l'ensemble du temps démocratique. Alors en France, c'est aussi la réforme du quinquennat, le septennat devient quinquennat, de telle sorte qu'on est à peu près toujours en campagne présidentielle, et les politiques se perçoivent désormais comme toujours en campagne. Le lendemain de l'élection, ils commencent à réfléchir à l'élection suivante, de telle sorte que les professionnels du marketing sont présents à leur côté en permanence. Et dans l'organigramme et dans la hiérarchie qui structure les entourages, ils occupent des positions désormais dominantes. Car, et c'est le point sur lequel je voudrais insister, désormais, toutes les décisions, toutes les initiatives sont travaillées par les arrière-pensées qui seraient celles du marketing politique et du marketing électoral. La bonne décision dans la démocratie du XXIe siècle, c'est devenu la décision qui passe bien auprès de l'opinion publique, c'est la décision qui va renforcer ma position auprès de l'électorat, qui va renforcer ma popularité, etc. Voilà. Donc, autrement dit, les anticipations, à grand renfort de sondage, bien sûr, les anticipations d'effets de popularité ou d'effets d'impopularité sont en permanence au cœur des discussions, des arbitrages que réalisent les politiques et leurs entourages pour savoir si on va faire tel ou tel choix. Et naturellement, la montée en force des sondages, des chaînes d'information continues, les réseaux sociaux, on y reviendra peut-être dans la discussion, tout ça a considérablement renforcé, je dirais, ce caractère absolument central du marketing électoral.
Est-ce que, pour terminer peut-être, car je vois que le temps passe, est-ce que pour autant cela signifie que le marketing électoral est parfaitement efficace et gouverne le monde des électeurs? Je serais beaucoup plus réticent. Hein. En tant que chercheur en sciences politiques, j'ai tendance à dire qu'on a affaire à un monde où tout le monde y croit. Parfois un peu sur le mode de la magie, tout le monde y croit et probablement tout le monde a intérêt à y croire, tout le monde a de bonnes raisons d'y croire, tout le monde pense que la bonne communication politique, ça permet de gagner une élection, que le bon slogan, la bonne image, l'anticipation des attentes des citoyens, etc., tout ça est au cœur de la vie politique. Bon, ce sont des croyances partagées, on peut naturellement prendre un peu de distance par rapport à ces croyances partagées à l'intérieur du champ politique et rappeler par exemple tout le mystère qui reste absolument entier, malgré les centaines de thèses soutenues sur ces questions, les mystères qui entourent la figure de l'électeur. Est-ce que les gens votent en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur position sociale, en fonction de leur porte-monnaie ou de leur portefeuille? Est-ce que les gens votent en fonction de valeurs, en fonction d'imaginaire? Est-ce qu'il faut accorder une importance dans la procédure de choix électoral aux émotions, à des affects, le ressentiment, le sentiment de déclassement, le désir de reconnaissance? Comment est-ce que chacun d'entre nous hiérarchise, mélange des choses aussi froides que nos intérêts, les salaires, les retraites, etc., le niveau d'imposition, etc., et voilà, comment est-ce qu'on hiérarchise ça par rapport à des choses qui sont des imaginaires vers lesquels on a envie de se projeter en tant qu'électeur, parce que on croit plus ou moins au récit national, parce que on croit plus ou moins, je ne sais pas, à la civilisation française, parce que on croit plus ou moins aux vertus de la diversité, etc. Donc ça reste très très incertain et tant mieux d'une certaine façon. Et j'ai envie de terminer en insistant peut-être sur ce qui serait une limite du marketing politique et peut-être une différence assez nette avec le marketing des entreprises, c'est que les produits, si on utilise cette analogie, les produits qui sont mis sur le marché politique, je veux dire les figures, les personnalités politiques, les programmes, etc., à la différence peut-être des produits ordinaires du marché capitaliste, sont aussi chargés d'affect, d'histoire, d'une mémoire, qui fait que, voilà, Madame Pécresse, Madame Hidalgo, Monsieur Zemmour, Monsieur Macron peuvent dire des choses, peuvent communiquer avec le talent qui est plus ou moins le leur. Il n'empêche que moi, en tant qu'électeur, je sais aussi qui ils sont parce qu'ils sont là depuis longtemps, parce qu'ils appartiennent à une histoire et que c'est aussi en fonction de cette mémoire qui est ma mémoire d'électeur, qui est une mémoire individuelle mais qui est aussi une mémoire collective, que je vais effectuer mes choix. Donc la communication... Alors, on peut dire que c'est pareil sur le registre des entreprises privées. Enfin, en tout cas, c'est un élément de dialogue possible. Mais il me semble qu'il y a une spécificité politique quand même, ne serait-ce que du fait de la gravité des enjeux qui nourrissent cette mémoire qui est à la fois, je le disais, individuelle et politique.